Mesdames, Messieurs, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, je vous invite à vous lever. J'invite sans plus attendre Madame Isabelle Béraud-Amadei, conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco, à prononcer son allocution de bienvenue. Monseigneur, Madame le Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les conseillers ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président du Conseil scientifique de l'Île-de-Mer, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Île-de-Mer, Monsieur le Secrétaire général de l'Île-de-Mer, Mesdames et Messieurs. Il m'est extrêmement agréable, au nom du gouvernement princier, de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Monaco. Je remercie tout particulièrement Son Altesse Sérénissime le Prince souverain de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. Monsieur le Président du Conseil scientifique de l'Île-de-Mer, je tiens à vous remercier et à travers vous l'ensemble des membres de ce Conseil pour la préparation de ce colloque qui rassemble des hauts représentants de gouvernement, du corps diplomatique et d'organisations internationales, ainsi que des experts œuvrant dans l'enseignement et la diffusion des instruments de protection et de préservation des mers et des océans. Je souhaite étendre ces remerciements aux partenaires de l'Île-de-Mer, à savoir l'ENA Group et l'agence Baibao, sans oublier M. Tidiane Kouma, secrétaire général de l'Île-de-Mer, qui a été la pierre angulaire de l'organisation de ce bel événement. Ce colloque revêt une importance particulière pour la Principauté de Monaco. Il intervient dans le contexte des commémorations des 40 ans de l'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à Montego Bay, en Jamaïque, le 10 décembre 1982, alors même que Monaco célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III, fondateur de l'Île-de-Mer. À cet égard, le choix du thème de vos travaux, l'obligation des États de protéger et de préserver le milieu marin, est d'une grande clairvoyance. Monseigneur, dans la lignée de vos aïeux, engagés avec conviction pour la protection du milieu marin, vous avez souhaité faire de la défense des mers et des océans et de la protection de la biodiversité des axes majeurs de la politique internationale de la Principauté de Monaco. Cette volonté forte est en parfaite cohérence avec la Convention de 1982 qui a pour objectif de mobiliser la communauté internationale afin que des engagements ambitieux et concrets soient pris en faveur des océans. Le Code monégasque de la mer, adopté en 1997, s'inscrit également dans cette orientation et se situe dans la perspective contemporaine d'une approche globale des questions maritimes. La qualité des intervenants à ce colloque, éminents spécialistes du droit de la mer et des sciences océaniques, illustre parfaitement la capacité de l'Île-de-Mer à remplir pleinement cet objectif qui est sa véritable raison d'être. Pour conclure, j'exprime à chacune et à chacun d'entre vous le souhait d'un séjour agréable en Principauté de Monaco et je forme le vœu que vos échanges soient riches et fructueux. Je vous remercie.
Bien, mesdames, messieurs, c'est un honneur de prendre la parole devant vous cet après-midi et d'introduire cet après-midi de travail. Donc, il y avait deux questions qui pouvaient se poser au sujet de l'organisation de ce colloque. C'était pourquoi maintenant? On y a déjà, je crois, répondu à une ou deux reprises, à savoir effectivement la conjonction de deux événements, la célébration du 40e anniversaire de l'adoption de la Convention de Montego Bay et la perspective prochaine de l'adoption de l'accord donc, sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le moment donc est donc présent et donc particulièrement propice pour s'interroger sur le rôle et la portée de l'obligation, plus exactement, des États de protéger et préserver le milieu marin. Deuxième question à laquelle on pouvait répondre, et là aussi nous avons déjà eu quelques éléments de réponse, c'est pourquoi ici à Monaco? Monsieur Denis Allemand, président du conseil d'administration de l'un des maires, vous a donné ce matin des éléments de réponse. Je dirais donc simplement que depuis plus d'un siècle maintenant, les souverains monégasques ont manifesté un intérêt continu pour l'accroissement de la connaissance scientifique et la protection du milieu marin. De 1885 à 1915, le prince Albert Ier, qu'on surnomma rapidement le prince navigateur ou le prince savant, organisera et dirigera 28 campagnes scientifiques en mer. Il créera, comme vous le savez, en 1899, le musée océanographique de Monaco, avant de créer en 1906 à Paris l'Institut océanographique. C'est aussi sur son initiative qu'est créée en 1919 la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée, dont l'objet est de développer la coopération scientifique. Cette organisation a acquis le statut d'organisation internationale scientifique et s'est ouverte à la participation d'États non riverains de la Méditerranée. Les objectifs d'Albert Ier étaient et sont à la fois simples et ambitieux: aimer, connaître et protéger les océans. Ces objectifs ont été poursuivis et le sont encore aujourd'hui par ses successeurs. Monsieur Denis Allemand nous a rappelé, Madame Béraud-Amadei vient de le faire aussi à l'instant, que cette année 2023 est une année particulière, puisque l'on célèbre le centenaire de la naissance du prince Régnier III, qui est le fondateur de l'un des mers. Sa volonté était que la principauté apporte une contribution francophone à la diffusion du droit de la mer issue de la CNUDM, la Convention des Nations Unies du droit de la mer, adoptée 3 ans plus tôt. Suivant l'exemple de son trisaïeul et de son père, son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco, créé en 2006 la fondation qui porte son nom. Celle-ci souhaite promouvoir une nouvelle relation avec la nature, ainsi que les innovations qui pourraient accélérer ce changement. Son objectif est de rassembler l'humanité afin de mettre en place des solutions efficaces pour la biodiversité, le climat, l'océan et les ressources en eau de notre planète. Ces quelques faits, auxquels on ajoutera une participation active aux négociations de l'accord dont nous espérons tous l'adoption en juin prochain, témoignent de la continuité de la vocation monégasque à mieux connaître et protéger le milieu marin. Le fait que le colloque qui nous réunit aujourd'hui soit placé sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, qui nous fait l'honneur d'ouvrir le colloque et d'y assister, est une autre manifestation de l'intérêt de la principauté pour la préservation du milieu marin. Monseigneur, je vous cède respectueusement la parole. Merci. Madame la Présidente du Conseil national, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les présidents des conseils scientifiques et d'administration de l'Île-de-Mer, Monsieur le secrétaire général de l'Île-de-Mer, Mesdames et Messieurs, chers professeurs avec elle, chers amis. Ce colloque constitue toujours un moment important de la vie de l'Île-de-Mer. Il s'agit pour les membres de l'Institut de tirer le bilan de l'état du droit international de la mer et de réfléchir sur son avenir au regard de l'actualité. Au-delà de ce rite, le colloque de cette année a pour moi une signification forte. En effet, au mois de mars 2003, je m'exprimais dans ces mêmes locaux au nom de mon père lors d'un colloque de l'Île-de-Mer consacré à l'étude d'un cas fictif de processus de délimitation maritime. Je suis donc heureux d'être présent dans ces locaux 20 ans plus tard pour célébrer avec vous le 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est un instrument juridique fondateur pour la justice, pour le progrès économique et social de tous les peuples du monde.
Ma présence ici aujourd'hui atteste en outre de mon soutien à l'Indemer ainsi qu'aux efforts de tant de spécialistes, de tant de femmes et d'hommes qui se mobilisent sans relâche pour la promotion, la diffusion et surtout l'application de cet instrument international. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de cette convention est l'histoire du triomphe du multilatéralisme. C'est l'histoire d'un rassemblement universel, le premier jamais organisé, où tous les États côtiers, insulaires et même sans littoral se sont rassemblés dans l'objectif d'établir un régime juridique juste et équitable pour les mers et les océans. Il aura fallu 9 années pour les négociateurs de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et la participation de quelques 150 États pour écrire cette page d'histoire. C'est ici le lieu de rappeler que cette conférence constitue aujourd'hui encore un modèle de diplomatie multilatérale. Gardons également à l'esprit la spectaculaire ouverture à la signature de la Convention le 10 décembre 1982 à Montego Bay, qui a recueilli près de 120 signatures. Un tel soutien immédiat était à l'époque inédit. Le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques des Nations Unies, Monsieur le secrétaire de l'Autorité internationale des fonds marins, il nous incombe de maintenir cet héritage en substituant le dialogue à la défiance et en continuant de partager les valeurs au cœur de cette convention. L'anniversaire de la Convention de 1982 doit demeurer inscrite dans la mémoire des Nations Unies comme l'événement par lequel les États ont réitéré leur promesse de tout mettre en œuvre pour la préservation des mers et des océans et pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle de régulateur pour le climat et pour notre planète. À cet égard, Monsieur le Président du Conseil scientifique de l'Indemer, je tiens à saluer le thème de vos travaux, l'obligation des États de protéger et de préserver le milieu marin. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, l'objectif premier des négociateurs de la Convention sur le droit de la mer était d'élaborer un instrument juridique universel à l'épreuve du temps. Cela nous conforte dans l'idée que la Convention de 1982 n'a pas établi un système totalement immuable. L'accord sur la partie 11 de cette Convention, l'accord sur les stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ou encore le projet d'accord BBNJ sont de parfaits exemples. Parce que l'amélioration des connaissances est essentielle pour assurer une protection efficiente du milieu marin. Vous me donnez l'occasion d'exposer devant vous un projet de formation et de renforcement des capacités qui me tient à cœur. Il s'agit de la création à Monaco d'une académie de la mer, à savoir une plateforme d'enseignement en langue française du droit de la mer, de la géopolitique des mers et des océans, ainsi que des problématiques d'ordre environnemental y afférentes. Les enseignements seront dispensés en principauté à des étudiants ainsi qu'à des professionnels lors de cycles intensifs et diplômants. À cet effet, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, en la personne de son directeur, le professeur Rostan Mehdi, que je salue, a d'ores et déjà pris part à des réunions préparatoires. Des organisations intergouvernementales basées en principauté, telles que l'Organisation hydrographique internationale, ou les laboratoires de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, y seront associés, de même que des partenaires de la rive sud de la Méditerranée et au-delà. Nous avons en outre sollicité l'Organisation internationale de la francophonie au travers de son agence universitaire. Le lancement officiel de l'Académie devrait intervenir dans les prochaines semaines et le début des enseignements d'ici 1 à 2 années. Il me reste à présent l'immense plaisir de déclarer ouvert ce colloque, ne doutant pas que vos travaux seront, comme à l'accoutumée, des plus fructueux. Je vous remercie infiniment. Bien, j'invite maintenant, désormais, M. Laurent Stefanini, ambassadeur de France, de la République française auprès de la Principauté de Monaco, à prendre la parole. Monseigneur, Madame la Présidente du Conseil national, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences et surtout, chers amis,
Je dois vous dire que je suis très ému que l'on m'ait demandé d'apporter ce témoignage lié à la commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. C'est un grand honneur pour moi. J'ai découvert Monaco et j'ai rencontré pour la première fois le prince Régnier III le 23 octobre 1992 pour un colloque international sur l'écologie et la protection du littoral méditerranéen, alors que j'étais à ce moment-là, depuis très peu de temps, le président de la commission Ramoge. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque les actes. Ils n'ont rien perdu de leur valeur, de leur pertinence, je dois dire. Et plus de 30 ans après, on peut encore s'y référer. C'était la commission Ramoge. Je rentrais de New York, j'avais à l'époque 32 ans. J'étais le second sous-directeur de l'environnement et des coopérations sectorielles, le premier ayant été celui qui avait porté la voix de la France à Rio de Janeiro, puisque nous venions quelques semaines avant ce colloque d'avoir cette grande conférence internationale qui nous avait conduit à adopter plusieurs conventions. C'est probablement le moment où il y a eu le plus d'activités normatives dans le domaine de l'environnement, avec évidemment la très connue Convention des Nations Unies de lutte contre les changements climatiques, mais également la Convention de lutte contre la désertification et la Convention sur la protection de la biodiversité. Donc je changeais de monde puisque j'étais auparavant à New York, à la mission permanente auprès des Nations Unies, en charge des questions de désarmement et avoir dû affronter les conséquences de la première guerre du Golfe de 1990-91. Mais je n'étais pas nouveau dans le domaine du droit de la mer puisque j'avais pendant 4 ans été à la direction des affaires juridiques et en particulier à la délégation française à l'Autorité internationale des fonds marins, cher Élie Jarmache, qui représentait à ce moment-là l'Ifremer au même moment. J'arrive en principauté après la création de 2 institutions importantes qui ont suivi d'autres institutions. Vous avez mentionné la CESM, la Commission sur l'exploration scientifique de la Méditerranée, depuis 1919. Vous avez mentionné en 1921 la création de l'Organisation hydrographique internationale, dont nous avons eu la conférence générale récemment. Mais depuis peu existaient 2 institutions tout à fait remarquables. l'INDEMER, qui avait été créée en 1985, et la commission Ramoge, qui avait été créée quelque temps avant, en 1976. Je dois dire que par hasard, je me suis retrouvé à assurer la présidence française de la commission Ramoge en tant que sous-directeur de l'environnement. Et je suis très heureux de cette coïncidence que j'assure de nouveau la présidence de cette commission depuis peu de temps pour le biennum 2023-2024. Ce colloque d'octobre 1992 et 4 ans de travail, puisque j'ai quitté mes fonctions en octobre 1996, m'ont permis d'approfondir la relation entre la France et Monaco. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis dit, tiens, un jour, j'aimerais bien revenir en principauté de Monaco. Je ne me doutais pas à l'époque qu'il y aurait un poste d'ambassadeur de France en principauté de Monaco, qui n'existe que depuis le 1er janvier 2006, mais c'est ce souci de revenir. Je dois dire, pour faire un point sur Ramoge, les sujets qui nous occupaient à l'époque étaient légèrement différents de ceux qui nous occupent aujourd'hui. Nous attachions beaucoup plus d'importance à 2 thèmes qui sont encore aujourd'hui évidemment présents, mais enfin peut-être un petit peu moins sensibles. C'est peut-être aussi parce qu'ils ont été réglés. C'était les pollutions d'origine tellurique, avec l'encouragement sur l'ensemble du bassin de la commission Ramoge à créer des stations d'épuration, en particulier côté italien, mais aussi côté français. Et je dois dire que l'élément essentiel de la délégation française, c'était l'Agence de l'eau
Rhône-Méditerranée-Corse. Et puis d'autre part, évidemment, nous avions là le travail sur la protection des espèces qui nous a abouti à nous intéresser énormément. C'était un sujet très sensible qui intéressait d'ailleurs à l'époque la presse énormément, qui était celui de l'arrivée en Méditerranée occidentale de la Caolerpa taxifolia, dont nous craignions qu'elle ravage les herbiers de Posidonie. Nous avions à ce moment-là donc un travail constructif. Ça n'était pas évidemment ma seule mission en tant que sous-directeur de l'environnement au Quai d'Orsay, mais c'était un travail important et qui me conduisait à peu près 2 fois par an à me rendre en principauté. Et je dois dire, presque à chaque fois, je rencontrais le prince Régnier III, qui avait un suivi extraordinairement exact des travaux qui étaient menés par Ramoge, par Lindemer aussi, et qui voyait de manière très présente l'ensemble de ce qu'il fallait faire. C'était une action à la fois personnelle et avisée, qui nous a permis d'ailleurs de générer, dans le cadre de Ramoge, 2 accords importants qui ont débouché quelques années plus tard, l'accord Agobams en 1996 sur la protection des cétacés en Méditerranée, en mer Noire et à l'embouchure du détroit de Gibraltar, et également l'accord Pélagos qui réunit les 3 États, France, Italie et Monaco, et qui, lui, a été adopté en 1999. Donc on voit là toute une filiation, en quelque sorte, qui débouche aujourd'hui tout naturellement sur la création de l'Académie de la mer, de l'Académie du droit francophone de la mer. C'est une avancée tout à fait naturelle. Pour donner une touche plus personnelle, si vous me le permettez, Monseigneur, ces rencontres régulières avec le prince, en tête-à-tête dans son bureau, étaient des moments, je dois dire, un peu de stress pour moi, parce que j'étais encore un jeune diplomate et qu'il fallait extrêmement bien connaître son dossier et le plaider, et qu'il m'est même arrivé une fois de me faire disputer par le prince Régnier III, qui s'est un petit peu emporté, et puis qui ensuite, se rendant compte probablement que d'abord il avait en face de lui un jeune diplomate, et qui plus est, il n'était pas citoyen monégasque, mais le représentant de la puissance voisine et amie, s'est immédiatement repris. Mais les échanges étaient des échanges, si je peux dire, vigoureux, et certainement tout à son honneur. Régulièrement, d'ailleurs, ces échanges se terminaient également par un déjeuner, et je me permettrai, là encore, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, Monseigneur, de mentionner une anecdote, c'est que, qui est tout à l'honneur du prince Régnier III. Nous nous sommes retrouvés à déjeuner au palais en petit comité, et donc la conversation a roulé sur des sujets divers. Et il se trouve que j'avais été peu de temps avant en mission au Japon. Et j'ai mentionné la visite que j'avais faite, donc 15 jours avant, du marché aux poissons de Tokyo. Le marché aux poissons de Tokyo, qui est très impressionnant, ceux qui le connaissent le savent. Et ce marché aux poissons, donc ça avait été très compliqué pour moi parce que je ne suis pas tellement du matin, je dois dire. Et alors, avec le décalage horaire, plus se lever à 5 heures du matin, heure de Tokyo, ça avait été assez difficile. Donc j'évoquais cette visite sur un mode un peu badin. Et là, nous avons vu tous autour de la table le prince, je ne dirais pas fondre en larmes, mais pris d'une émotion immense. Nous sommes tous arrêtés et dire « Ah, le marché aux poissons de Tokyo. J'y suis allé avec la princesse en 1966, je crois. Quel souvenir, quel souvenir !» Et nous avons vu le prince complètement fondre d'émotion.
Et évidemment, nous avons changé le sujet de la conversation. Je dois dire que je suis vraiment confus d'avoir conduit Monseigneur, votre père, à pleurer, mais j'en suis reparti en me disant vraiment, il peut être quelquefois très énergique, mais c'est un homme extraordinairement sensible par ailleurs. Et puis surtout, c'était probablement en 1994, donc 12 ans après le décès de votre mère, Monseigneur, il avait encore gardé tout son cœur pour elle. Voilà, donc je termine ici ce témoignage. Je voulais vous dire que c'est par la mer que je suis arrivé à Monaco, que j'y suis arrivé en tant que Corse d'origine. Hein, c'est pas, ça s'est déjà fait, si je peux dire. Et que je suis très reconnaissant aux 2 princes successifs que j'ai eu dans mes fonctions françaises l'occasion de servir, de leur soutien, de leur attachement et de leur affection. Merci, Monseigneur.